Le saviez-vous? Spécial Portugal! Je suis français et italien. Hey, salut à tous, ici c'est Rack. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 10 anecdotes sur le Portugal. Avant de commencer, je voulais remercier Thiago de Portuguese Fact qui m'a grandement aidé à l'écriture. Un grand merci à lui, donc son Instagram et son YouTube seront dans la description. Allez les voir, il y a énormément de facts sur le Portugal. D'où le nom de son compte en fait. Non vraiment, il y a plein de choses à apprendre, donc allez voir. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Le saviez-vous? Au cours de son histoire, le Portugal a eu 5 capitales différentes. La première, en 1128, considérée comme la ville de naissance du Portugal, fut Guimarães, capitale du comté du Portugal à l'origine du pays. Par la suite, avec l'expansion vers le sud et la création du royaume de Portugal, ce fut tour à tour Coimbra en 1139, puis Lisbonne en 1255 de devenir les capitales du royaume. La capitale suivante, sûrement la plus insolite, fut quant à elle Rio de Janeiro. Bon, c'est jamais qu'un continent de différence, hein. Rio de Janeiro, qui devint la capitale en 1808, suite à la fuite de la famille royale, partie en exil face à l'invasion napoléonienne en 1807. La ville brésilienne restant la capitale jusqu'en 1815. De nouveau relocalisée à Lisbonne, la capitale changera une dernière fois durant la guerre civile libérale, où elle passera à Angra do Ouriço dans l'archipel des Açores, ce de 1830 à 1833, avant de redevenir Lisbonne après la fin de la guerre civile. Lisbonne qui est encore la capitale jusqu'à aujourd'hui. Le saviez-vous? Pendant la dictature de Salazar, de 1932 à 1968, il fallait un permis pour utiliser un briquet. Cela peut paraître étrange, mais en réalité, c'était pour se débarrasser de la concurrence étrangère et protéger ainsi l'économie nationale. Et oui, car en fait, en imposant un permis coûteux pour l'utilisation d'un briquet, Salazar privilégiait ainsi le fait d'acheter des allumettes. Allumettes qui étaient produites au Portugal, une politique économique que l'on nomme le protectionnisme. Ainsi, parmi les nombreux interdits, le coca était également à la liste afin de combattre l'impérialisme américain. La légende urbaine racontant que c'était aussi parce que le coca était rouge et que c'était la couleur du communisme, que détestait justement le dictateur. Pour voir la boisson apparaître légalement dans le pays, il faudra ainsi attendre 1977, soit plusieurs années après la mort du dictateur, ainsi que la chute du régime. Le saviez-vous? Le ukulélé, instrument emblématique de Hawaï, est d'origine portugaise. C'est en fait une adaptation du cavaquinho. Comment tu dis ça? Cavaquinho. Celui-ci étant en réalité une adaptation du cavaquinho, un instrument aussi connu sous le nom de braguina ou machette. Je sais pas. En réalité, partout où se sont installés les Portugais au fil des siècles, l'on retrouve cet instrument. Brésil, Cap-Vert, Mozambique, et même en Indonésie sous le nom de Kerokong. Pour ce qui est de Hawaï, l'instrument aurait été introduit en 1879 par des immigrés portugais originaires de Madère. Immigrés dont faisaient partie 3 ébénistes qui possédaient des connaissances en lutherie et qui transportaient, selon toute vraisemblance, leur propre cavaquinho. Manuel Nunes, José do Espírito Santo et Augusto Dias. L'instrument, une fois introduit, donna ainsi par la suite naissance au ukulélé. Le saviez-vous? Le 3 juin 1515, le roi du Portugal, Manuel Ier, organisa un combat entre un éléphant et un rhinocéros à Lisbonne. Tout commence en 1514, lors d'échanges de présents en Inde. Le vice-roi portugais présent là-bas se voit alors offrir un rhinocéros par Muzaffar Shah II, le sultan de Cambay. Rhinocéros qu'il décide à son tour d'offrir au roi du Portugal Manuel Ier, et qui, après 120 jours de voyage, arrive enfin à Lisbonne. Sauf que le roi, tout comme les habitants de Lisbonne, n'a jamais vu de rhinocéros de sa vie. La seule chose connue à leur sujet étant le témoignage rapporté plusieurs siècles plus tôt par le romain Pline l'Ancien, qui dit en substance qu'il est l'ennemi juré de l'éléphant. Le roi voulant vérifier cela, décide alors d'organiser un combat entre le rhinocéros et un de ses jeunes éléphants. Combat qui a lieu le 3 juin, et qui se termine très rapidement. L'éléphant, effrayé par les cris de la foule, prenant en effet la fuite en voyant le rhinocéros, qui est ainsi proclamé vainqueur. Mais l'histoire de notre rhinocéros ne s'arrête pas là, le roi décidant alors de l'offrir au pape. Mais, à la suite d'une tempête, le bateau qui le transporte fait naufrage au début de l'année 1516, entre les côtes françaises et italiennes, le rhinocéros étant retrouvé mort sur le rivage. Voulant tenir sa promesse, le roi récupérera néanmoins l'animal et le fera empailler avant de l'envoyer comme convenu au pape. Aujourd'hui, en mémoire de l'animal, une sculpture le représentant figure ainsi sur la tour de Belém ainsi qu'au monastère d'Alcobaça à Lisbonne.
mais le souvenir le plus célèbre de l'animal restant probablement les croquis des Allemands Albrecht Dürer et Hans Burgmer, qui sont devenus les premières représentations de l'animal en Europe. Rien que pour la gravure de Dürer, dont les rééditions n'ont d'ailleurs jamais satisfait la demande au vu de sa popularité, on estime que 4 à 5 000 impressions de sa gravure ont été vendues de son vivant. Le saviez-vous? Le Code des pirates aurait été créé par un pirate portugais. Bartolomeu Portugues fut un pirate du XVIIe siècle opérant dans les Caraïbes et les Antilles. Ce dernier étant connu pour avoir établi le premier code des pirates. Ce code avait pour but d'instaurer des règles à bord des navires et fut par la suite adapté en fonction des capitaines et des missions, ce qui le rend complètement inutile. Néanmoins, l'histoire de ce Bartolomeo est digne d'intérêt. Il commença la piraterie avec un petit bateau armé de seulement 4 canons, mais cela ne l'empêcha pas de s'attaquer et de prendre des navires espagnols bien plus grands. Après de nombreux méfaits, il fut capturé et condamné à mort. Emprisonné dans un bateau, il réussit cependant à s'en échapper, ce tout en ne savant pas nager. Ce dernier s'étant servi d'un bidon de vin en guise de bouée pour rejoindre la terre. Plus tard, il y réussira même de façon ironique à s'approprier le bateau même sur lequel il était emprisonné. Cependant, malgré de nombreux actes de piraterie, il ne fit jamais fortune et mourut malade et pauvre en Jamaïque en 1669. Dans Buccaneers of America, publié en 1678, l'auteur déclarera à titre posthume à son sujet « Il a commis de nombreuses attaques violentes sur des embarcations espagnoles sans faire beaucoup de bénéfices. Je l'ai vu mourir dans la plus grande misère du monde. » Você sabia? Il y a 2 langues officielles au Portugal. Le mirandais, ou langue mirandaise, étant en effet la 2e langue officielle du pays. Langue du nord-est du Portugal, elle est reconnue officiellement comme langue régionale depuis 1999, et est la langue co-officielle de la région de Miranda do Douro. Plus vieille que le pays en lui-même, elle dérive directement du latin et de l'asturo-léonais, celle-ci étant en théorie la langue que parlait le premier roi du Portugal, ces dernières ayant survécu de façon orale et n'a commencé à être citée dans des livres que à partir de 1880. Aujourd'hui, le mirandais est parlé par environ 15 000 personnes et beaucoup d'actions ont été menées pour promouvoir la langue. Articles dans les journaux, émissions de radio, émissions de télé, chansons, enseignements à l'école et traductions dans des livres, passant de la BD d'Astérix aux pages de Wikipédia. Le saviez-vous? Roméo et Juliette existent aussi en version portugaise. En version méga trash. En 1340, Pedro Ier, ou Pierre Ier en français, fils du roi Alphonse IV, épousa Constance de Castille, mais tomba rapidement amoureux d'une de ses dames de compagnie, Inès de Castro, une femme d'origine galicienne. Chose qui ne plut ni au roi, ni à la cour, ni au peuple, et qui fit que cette dernière finit par être exilée par le roi loin de Pedro. 5 ans plus tard, en octobre 1345 cependant, la princesse Constance mourut en donnant naissance au futur roi Ferdinand Ier de Portugal, laissant veuve Pedro Ier. Pedro, qui, sans l'avis de son père, fit alors revenir Inès d'exil pour vivre avec elle, chose provoquant un nouveau scandale parmi la cour. Au grand désespoir de son père, qui tenta de remédier à la situation en essayant de marier son fils avec une dame de sang royal. Mais Pedro, invoquant la tristesse due à la perte de sa femme Constance, rejeta ce projet, comme tout autre projet de mariage, chose qui lui permit ainsi de vivre avec Inès. Plusieurs années et enfant naquit d'Inès plus tard, les conseillers du roi, inquiets face à la crise politique castillane qui sévissait alors et qui menaçait la couronne, finirent par convaincre le roi que la meilleure solution était de tuer Inès, car cela forcerait Pedro à épouser une femme de sang royal et mettrait ainsi fin à la crise. Le roi, qui avait déjà essayé maintes fois de séparer le couple sans succès, donna alors son accord. Profitant de l'absence de Pedro parti chasser, 3 nobles assassinèrent ainsi Inès le 7 janvier 1355. Mais, à cette nouvelle, loin d'améliorer la situation, Pedro se rebella contre son père et engagea même le pays dans une courte guerre civile. 2 ans plus tard, après la mort de son père et la fin de la guerre civile, suivie de son propre couronnement, Pedro annonça en 1357, à la surprise générale, qu'il s'était en réalité marié secrètement avec Inès peu avant sa mort, et annonça à la cour et au peuple sa volonté qu'on la considérât comme reine du Portugal. Un mariage secret qui n'était d'ailleurs au passage prouvé par aucun document. Suite à cette annonce, 2 des assassins d'Inès furent pris et exécutés avec une grande brutalité que je ne mentionnerai pas par souci de family friendly. Et la tradition raconte que Pedro exhuma alors le cadavre d'Inès et la couronna comme reine de Portugal en obligeant ensuite la noblesse à embrasser sa main en signe de soumission. Et j'espère que c'est faux.
Après ce couronnement, il fera construire 2 tombeaux au monastère d'Alcobaça pour lui ainsi qu'Inès. Tesoro de mi vida. Un épisode et un couronnement bien particulier de l'histoire portugaise qui inspira d'ailleurs en 1942 le livre et la pièce La Reine morte de Henri de Montelran, qui inspirera lui-même plusieurs films et téléfilms par la suite. Le saviez-vous? L'une des plus grandes catastrophes naturelles d'Europe est un tremblement de terre d'une magnitude comprise entre 8,5 et 9 qui survint à Lisbonne le 1er novembre 1755. Un tremblement de terre qui fut suivi par un tsunami ainsi que divers incendies qui durèrent plusieurs jours et qui rasèrent quasi entièrement la ville. Le désastre ayant provoqué la mort de 50 000 à 70 000 personnes sur les 275 000 habitants à l'époque. Un tremblement de terre si puissant qu'il sera d'ailleurs même ressenti jusqu'en Finlande et en Martinique. Des monuments de Lisbonne qui survécurent à la catastrophe, portant d'ailleurs encore aujourd'hui les marques du séisme, comme par exemple la cathédrale Santa Maria Maior. Le roi du Portugal de l'époque, Joseph Ier, qui avait survécu à la catastrophe en s'étant absenté avec sa cour de la ville, après avoir assisté à une messe au sein même de celle-ci le matin, restera traumatisé par l'événement et développera une phobie de dormir entre des murs, chose qui fera qu'il dormira dans des tentes, puis dans un château constitué de bois et de toile situé sur les collines d'Adjuda, ce jusqu'à la fin de sa vie en 1777. Outre l'impact sur le roi, la catastrophe sera un tournant dans l'histoire portugaise et même européenne. En effet, outre les énormes coûts financiers pour le Portugal et l'impact que cela engendrera sur son économie à long terme, en plein siècle des Lumières, cela provoquera de nombreux débats comme ceux entre Voltaire et Rousseau sur le rôle de Dieu, puisque la catastrophe, survenue le jour de la Toussaint, sera interprétée par certains comme un signe du Tout-Puissant. Le saviez-vous? Alves dos Reis fut le plus grand escroc portugais de l'histoire. Ce dernier ayant en effet été le créateur d'une des plus grandes fraudes monétaires jamais élaborées. Suite à la faillite de l'entreprise de son père, et afin de ne pas subir les remarques de sa belle famille, qui était aisée, Alves commence sa carrière de faussaire en 1916, réalisant un faux diplôme d'ingénieur pour travailler en Angola, alors colonie portugaise. Là-bas, avec un chèque en bois, il acquiert une compagnie de chemin de fer. Oui, une compagnie entière. Compagnie qui lui rapporte une énorme rente financière. Après cela, il rentre ensuite à Lisbonne en 1922, où il continue ses escroqueries financières pour acheter d'autres entreprises. Mais, après quelque temps, il se fait prendre et est condamné à de la prison. Prison de laquelle il est libéré après un peu plus d'un mois, ce en prétendant être victime d'un complot. Ce dernier revenant alors à la charge avec un nouveau plan encore plus ambitieux. Grâce à des faux documents et des complices constitués d'espions et de diplomates étrangers, il réussit, via de faux contrats, à faire imprimer des escudos en Angleterre, ce sous prétexte d'une utilisation de ceux-ci en Angola. Les banques anglaises, dupées, imprimant pour lui rapidement pas moins de 100 millions d'escudos. Des escudos imprimés dans une telle quantité qu'entre 1924 et 1925, ils deviennent quasiment autant nombreux que les vrais billets en circulation. Avec tout cet argent, il va même jusqu'à créer sa propre banque pour essayer de contrôler la Banque nationale. Et réussit à acheter 10 000 des 45 000 actions nécessaires pour ce faire. Cependant, sa réussite rapide et son train de vie luxueux attirent l'attention des journalistes et des autorités fiscales. Et la vérité finit par éclater. Finalement, après 5 ans de procédure qu'il réussit à retarder, il est condamné à 20 ans de prison. À sa sortie, il sera encore impliqué dans une affaire de café angolais, mais mourra avant d'être jugé. L'affaire des billets des 500 escudos sera cependant un désastre pour la crédibilité des politiques et de la finance au Portugal. En effet, l'escudo sera fortement déstabilisé et perdra beaucoup en crédibilité. Et une crise gouvernementale s'ensuivra peu après. Suite à l'arrestation de Alves en 1926, une dictature militaire mettra en effet fin à la République. Et en 1928, Antonio de Oliveira Salazar sera nommé au poste de ministre des Finances avec les pleins pouvoirs en matière budgétaire. Poste duquel en un an, il procédera à un redressement économique spectaculaire en retrouvant l'équilibre budgétaire et en stabilisant la monnaie. Cette crise ayant ainsi permis de consolider son pouvoir et permettra à ce dernier, grâce à ses résultats en économie, de se faire nommer en 1932 président du ministère, ou chef du gouvernement. Chose qui lui permettra finalement de prendre les pleins pouvoirs un an plus tard, en 1933, en qualité de président du conseil, et d'établir l'Estado Novo. Les faux billets et le désastre économique créé par le faussaire Alves dos Reis, ayant en soi, on peut le dire, participé à l'instauration de la dictature au Portugal, et donc du fait d'avoir besoin d'un permis pour utiliser un briquet. Comme quoi,